Monsieur le Président Janicot, chers collègues, chers amis, pardon d'abord pour ma voix. J'ai essayé, après un traitement corticoïde intensif hier soir, de récupérer ma voix. Je vais essayer donc de vous dire les quelques mots d'introduction de ce colloque avec l'essai de définir quelques objectifs communs pour contribuer justement aux objectifs de l'éducation 2030, aux ODD 4 de l'UNESCO, pour le développement durable et numérique ouvert dans l'enseignement supérieur en particulier, mais évidemment dans l'ensemble de l'espace éducatif mondial. Alors, avec Sonia Dubourg-Labrosse, nous avons effectivement la charge de planter ce décor consacré aux stratégies numériques en France et à l'international pour le développement numérique de l'enseignement supérieur et de la recherche. Quelques pistes de réflexion. Et d'abord, je voulais vous dire à titre personnel qu'après avoir, dans les années 2000, imaginé vraiment à partir de mon expérience personnelle de médecin universitaire, avec une pratique de la pédagogie, que nous pourrions offrir au monde universitaire français et francophone, et même international, l'ensemble des ressources d'enseignement universitaire en libre accès. Et aujourd'hui, elles sont au nombre de 40 000 sur le portail du ministère de l'Enseignement supérieur français. Il y a vraiment une satisfaction à voir là la réalisation de ce que d'aucuns, et je me souviens de quelques conférences avec la CPU en 2002, quand j'étais en chargé de mission auprès de Claudie Agnoret pour ce dossier-là, le lancement des universités numériques thématiques. C'était considéré véritablement comme une utopie, peut-être dangereuse, de mettre tout en accès libre, ouvert, gratuit. Et est-ce que cette bataille du numérique ouvert, en particulier dans la sphère éducative, a été gagnée aujourd'hui, après près de 20 ans d'efforts, avec l'UNESCO, avec de grandes institutions? Eh bien, on peut encore, vous allez voir qu'on peut encore se poser la question. Est-ce que les UNT l'ont fait? Est-ce que, comment, avec quel succès, quels échecs? C'est le cœur de nos débats de ces 2 jours. Est-ce que l'aventure des années 2000 est terminée? D'aucuns, avant le rapport de l'IGA-ENR, considéraient qu'il y avait quasiment un acte de décès à signer en ce qui concernait les UNT, que ce rapport allait être justement la pierre tombale des UNT, probablement, si je peux, entre guillemets. Je ne crois pas. Enfin, il faut rendre hommage, et je veux le dire parce qu'on a eu quelques échanges avec nos amis inspecteurs généraux. Je veux rendre hommage à la force des corps d'inspection de l'administration, qui sont véritablement neutres, objectifs, indépendants et libres. Et ce rapport, loin d'être totalement laudatif, parce qu'il est neutre, effectivement, il comporte un certain nombre de bémols très clairement exprimés. Et il est clairement nécessaire justement de prendre, peut-être à l'occasion de ce colloque, et plus largement dans le cadre des institutions qui nous gouvernent, de prendre la mesure de ce qu'il faut encore faire pour changer de braquet à l'intérieur de nos UNT, à l'extérieur, avec l'ensemble du mouvement numérique, intégrant les MOOC, etc. Et comment nous pourrions, grâce à une nouvelle aide vigoureuse, qui est signalée dans le rapport, de nos instances sur le plan financier, sur le plan de la communication. Les UNT ont souffert d'une absence d'exposition médiatique, alors que le phénomène des MOOC est né dans un tintamarre médiatique, on a appelé ça la MOOCmania, qui a fait probablement la différence, et peut-être parce que le monde était prêt, plus le monde sociétal était plus prêt à comprendre la mutation numérique aujourd'hui que ce n'était le cas dans les années 2000, où nous avons œuvré pour lancer véritablement ces processus. Alors, je vais utiliser mon support visuel. Justement, donc, notre objectif est bien de tirer bénéfice de l'expertise des UNT, d'abord françaises, mais par nature et contiguïté normale et naturelle francophone, et des initiatives et des politiques autres innovantes de la France en faveur de ce qui est notre militance
les ressources éducatives libres et ouvertes. C'est ça le cœur. Et il est intéressant de travailler sur les UNT, sur ce modèle, entre guillemets, pour voir comment nous sommes peut-être un démonstrateur exemplaire de cette politique en faveur des ressources éducatives libres. Alors l'UNESCO, notre président l'a rappelé, travaille sur ces concepts depuis les années 2000. C'était contemporain d'ailleurs de notre propre réflexion, contemporain de la réflexion du MIT, qui avait lancé son idée de ressources éducatives libres. C'était, comme souvent actuellement, les bonnes idées ou les idées nouvelles naissent dans différentes sphères géopolitiques ou culturelles. Et ça converge parce qu'on a un système de communicants extraordinaire avec Internet. Et voilà, c'est ça la mutation. UNESCO 2002, première grande réunion sur les ressources éducatives libres. Ça aboutit, après de longs travaux, de multiples commissions, puis multiples réunions, en 2012, à ce que tout le monde devrait connaître ici, c'est la déclaration en faveur des ressources éducatives libres du monde de l'ONU de l'éducation. C'est les ressources éducatives libres, déclaration de Paris, donc importance de notre présence dans ce secteur. Je vais zapper parce que tout le monde connaît cette définition, mais en même temps, la consultation, l'usage et l'adaptation des ressources éducatives font partie. L'adaptation. Vous voyez, le processus par rapport aux droits d'auteur, au copyright, à quel point on change de paradigme. Alors, avec une indication par la communauté des usagers, et là, on est déjà dans le monde des réseaux sociaux du Web 3.0, et pour un usage non commercial. Et vous voyez le débat qu'on a aujourd'hui sur les MOOC avec leur modèle économique, comment faut-il l'interpréter ? On n'est qu'à l'ouverture du colloque, je vous laisse réfléchir et apporter vos contributions. Et si on n'a pas bien conscience de cette courbe de l'évolution du web, qui en 20 ans, donc extrêmement rapide, tout a changé. On était Web 1.0 à l'origine des UNT, on rêvait d'échanger des documents, des textes, entre nous, enseignants et étudiants, librement, gratuitement. Ces documents sont devenus de plus en plus riches. On ne pouvait pas, à l'époque, envoyer des vidéos trop lourdes, etc. Ça ne passait pas, le débit n'était pas suffisant. L'accès à tout ça était très compliqué. On n'avait pas le débit, on n'avait pas le Wi-Fi, on n'avait rien de tout ça. Et on passe au Web 2.0 en 10 ans. C'est-à-dire très très vite. Et on est dans les réseaux sociaux, on vit là-dedans. Et le contexte technologique a complètement changé. Si on n'a pas bien compris, et l'UNESCO est encore à la manœuvre depuis déjà au moins une dizaine d'années, sur le mobile learning, avec l'apparition des smartphones. Actuellement, il y a plus de 2 milliards de smartphones dans le monde. Et outils formidables pour l'éducation. Je ne vais pas dépasser mon temps de parole. Je regarde. Enfin, et ça, c'est le e-learning. On peut échanger. On est dans un système de socialisation où les documents peuvent être interprétés, discutés, faire de la pédagogie avec. Et on comprend mieux l'arrivée du concept qui n'est pas si innovant que ça, contrairement à ce que certains disent, la flipped education. Moi, je la connais depuis le début de mes années de médecine. On faisait d'abord travailler les documents par nos étudiants. Moi-même, j'étais étudiant. On me demandait de regarder, de faire mon cours et de remplacer le truc. C'est très bavard. Et je termine. Le Web 3.0, objets connectés et des applications. Et je termine. Je suis un peu bavard, m'a-t-on dit. Et enfin, Web 4.0, des agents personnels intelligents. On va le voir arriver avec les robots intelligents, etc. Alors, la communauté universitaire internationale, je ne vous cite que Steve Wheeler, mais il y en a bien d'autres, Dave Cormier, etc. Vous verrez, pardon, j'ai fait une erreur de manipulation. Eh bien, est d'accord sur l'ensemble des vertus des OER pour aider les étudiants, pour apprendre plus et mieux, dépenser moins et mieux réussir. Et puis, on est dans l'ère que tout le monde connaît de l'acronyme anglo-saxon Anytime, Anywhere, Any Device, donc n'importe quelle machine, Any Content, et là, on est dans le libre,
parce qu'il faut pouvoir accéder aux documents. Et bien sûr, les UNT, elles ont évolué avec ce contexte technopédagogique, en créant finalement, et c'est un des mérites en particulier de notre ami Majada, Uniciel, l'ensemble de la communauté des UNT a indiqué que c'était essentiel non pas d'avoir des documents comme ça en libre accès, en nombre, etc., parce que là c'est l'info-obésité, c'est des pédagothèques fonctionnelles, évolutives, labellisées, adaptées aux évolutions du web. Alors bien sûr, l'apport des UNT au métaportail français et francophone est de plus en plus vers les portails internationaux, avec l'OCC, c'est le nouveau nom de l'Open Courseware, Europe, etc. Juste quelques images pour terminer. On a créé donc l'espace, grâce à Geneviève Fioraso et à Thierry Mandon, l'espace numérique universitaire ouvert français, depuis peu de temps, depuis fin 2015. Et puis avec ce moteur de recherche produit par nos universitaires de Valenciennes, qui a conduit à l'espace numérique universitaire francophone ouvert, dont notre ami Mona Laroussi et Georges Malamoud de l'AUF vous parleront tout à l'heure ou demain. Et bien sûr, il faut réfléchir sur comment mieux intégrer l'espace universitaire européen ouvert avec l'initiative Open Education Europa, qui est encore un peu microscopique par rapport à l'offre de ressources en toutes les langues telles que nous pourrions l'imaginer dans l'optique éducation 2030. Et bien sûr, l'initiative du MIT ne peut être oubliée parce qu'elle est majeure. Elle a un développement non seulement dans le monde anglo-saxon, mais dans les espaces géopolitiques et linguistiques multiples. Et donc, c'est en collaborant, je pense, entre tous ces espaces que nous pourrions créer l'espace UNESCO qui aboutirait justement à un espace mondialement partagé. Je vous remercie.